Salut les gars. Un après-midi calme, Ilker, un adolescent impulsif, s'ennuie à la maison avec sa petite sœur. Il demande où est leur mère, elle dort, lui répond-elle. Sans réfléchir, Ilker attrape les clés de la voiture. L'idée lui semble excitante. Sortir, rouler un peu, juste pour essayer. Mais à peine le moteur rugit qu'il comprend qu'il ne sait pas vraiment conduire. Le vacarme réveille sa mère, Gulaga, qui surgit furieuse. Elle hurle à ses enfants d'arrêter immédiatement. Paniqué, Ilker gare la voiture en catastrophe et s'enfuit à pied, sachant très bien qu'il va se faire battre pour avoir osé prendre la voiture sans permission. Hors d'elle, Gulaga appelle sa fille Ferid et lui ordonne de ramener un concessionnaire. Elle veut vendre la voiture, cette fois pour de bon. Ferid revient plus tard avec un collègue de bureau, un homme élégant venu inspecter le véhicule. Tandis que l'homme examine la carrosserie, Ilker rentre par hasard et voit la scène. Sa colère explose. Il crie à sa mère qu'elle n'a pas le droit de vendre leur voiture, symbole des souvenirs familiaux. Mais Gulaga, fatigué et obstiné, ignore ses protestations. Le contrat est signé. La voiture est vendue. Furieux, Ilker quitte la maison et se réfugie chez son ami Halil. Le lendemain, quand Halil essaie de le réveiller, Ilker ne répond même pas. Sa mère s'inquiète de le voir traîner là sans rentrer chez lui, mais Halil la rassure, il a juste besoin de temps. La vérité, c'est qu'Ilker vient d'une famille de classe moyenne en déclin. Depuis que le père est parti, l'argent manque, la tension monte, et sa mère fait tout pour tenir le coup. Mais lui ne comprend pas encore la gravité de la situation. 2 jours passent. Il refuse toujours de rentrer. Un matin, alors que la mère de Halil nettoie la maison, Ilker la regarde longuement. Une tension étrange s'installe. Il la suit dans une autre pièce, la saisit et l'embrasse. Tout se passe en un éclair, trop vite pour qu'elle réagisse. Sous le choc, elle reste immobile, tandis qu'il s'enfuit aussitôt. Un peu plus tard, Ilker se rend seul au bord d'un lac. Le silence de l'eau contraste avec le tumulte dans sa tête. Il ne sait plus s'il doit rentrer ou fuir pour de bon. Chez lui, l'ambiance est lourde. Sa mère refuse de sortir dîner, prétextant la fatigue. Ferid comprend, sans Ilker, sa mère n'a plus le cœur à rien. Alors la famille dîne en silence, à la maison. Ce soir-là, Ilker finit par rentrer. À peine la porte franchie, sa mère le bombarde d'insultes. « Tu crois que cette maison t'appartient encore ? On t'a enfin chassé. » Ilker ne répond pas. Il monte dans sa chambre, le visage fermé. Sa mère, épuisée par la colère et la tristesse, finit par aller dormir chez Ferid, laissant la maison dans un calme pesant. Le lendemain matin, Ilker se rend dans la chambre de sa sœur pour lui demander de l'argent, mais celle-ci refuse et lui conseille plutôt d'en parler à leur mère. Furieux, Ilker perd patience, ouvre son sac de force et prend l'argent sans son accord, tandis qu'elle tente en vain de l'en empêcher. Désemparé, le jeune homme erre sans but, incapable de comprendre ce qu'il veut vraiment faire de sa vie ni d'assumer les responsabilités qui reposent sur ses épaules. Il finit par se rendre chez son ami, mais la mère de ce dernier lui annonce que Halil n'est pas là. Alors qu'elle se dirige vers la cuisine, Ilker la suit, poussé par un mélange confus de désir et de solitude. Cette fois, il franchit une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir, et la femme, au lieu de le repousser, se laisse aller à l'instant. Pendant ce temps, Gulaga rend visite à Ferid chez elle. Pour elle, il n'est qu'un vieil ami, mais l'homme profite de sa présence pour flirter doucement avec elle, la faisant sourire malgré elle. Lorsqu'Ilker, qui se trouve encore chez Halil, entend son ami rentrer, il sort précipitamment pour éviter d'être vu dans une situation compromettante. Mais Halil le croise tout de même et lui demande pourquoi il s'en va si brusquement. Ilker, mal à l'aise et rongé par la honte, répond qu'il n'est pas d'humeur à parler et s'éloigne sans ajouter un mot. Rentré chez lui, il trouve sa grand-mère en train de lui préparer le dîner, mais il refuse de manger, accablé par un profond sentiment de vide et de désespoir. Il s'enferme dans sa chambre et laisse échapper des larmes silencieuses, conscient qu'il n'a rien, ni repère, ni direction, ni espoir. Quelques jours plus tard, Gulaga invite Ferid à sortir. Celle-ci hésite, mais finit par accepter, se disant qu'après tout, il n'y a pas de mal à passer un moment entre amis. Il l'emmène dans une boutique pour lui offrir quelque chose et prolonger le temps passé à ses côtés. Ferid ne comprend pas vraiment pourquoi un homme d'une dizaine d'années de plus qu'elle s'intéresse autant à elle, mais dans le fond, elle aussi souffre d'une solitude qu'elle n'avoue à personne. Alors qu'ils discutent calmement dans la voiture, Gulaga surprend Ferid en lui demandant soudainement de l'épouser. La jeune femme reste figée, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'elle vient d'entendre. Elle ne s'attendait pas à une telle proposition, surtout de la part d'un homme qu'elle considère avant tout comme un ami. De retour chez elle, Ferid en parle aussitôt à sa mère. Mais celle-ci désapprouve catégoriquement l'idée. Selon elle, Gulaga n'est pas l'homme qu'il lui faut.
Trop différent, trop âgé, trop opportuniste peut-être. Ferid, quant à elle, réplique avec amertume. Elle a 32 ans, n'est toujours pas mariée, et la vie ne lui a laissé ni choix ni répit. Elle est fatiguée d'attendre un bonheur qui ne vient. Pendant ce temps, Ilker se rend chez son ami à Lille pour son anniversaire. L'ambiance est légère, les rires fusent, mais lorsqu'il croise la mère de Halil, un froid s'installe. Elle lui demande pourquoi il ne vient plus la voir, pensant qu'il s'est lassé d'elle. Sa voix trahit une certaine tristesse, un manque. Elle se voit comme une femme vieillissante, cherchant un peu de tendresse. Mais Ilker l'ignore complètement, la laissant dans le silence et la honte. De retour chez lui, Ilker découvre une nouvelle qui le bouleverse encore davantage. Sa sœur Ferid va se marier dans 2 mois. La colère monte aussitôt. Pour lui, tout cela n'a pas de sens. Personne dans cette maison ne gagne d'argent, tout le monde dépend de lui, et pourtant, c'est elle qui s'apprête à fonder une nouvelle vie. Ilker s'emporte, criant que cette famille ne sait rien faire d'autre que survivre. Ferid lui répond calmement qu'il devra bien un jour s'occuper d'eux. Mais leur mère intervient sèchement, « Je m'en chargerai, comme toujours ». Ilker n'a pas le courage de subvenir à ses besoins, encore moins à ceux des autres. Ces mots le transpercent comme un couteau. Humilié, Ilker quitte la maison précipitamment et se rend chez la mère de Halil. Mais cette fois, il trouve le mari à la maison. La femme tente de dissimuler leur liaison passée, l'air nerveux, et lui dit que Halil n'est pas là. Ilker comprend le message et repart, blessé et vide. Pendant ce temps, Gulaga continue de raccompagner Ferid chez elle chaque jour. Une complicité s'installe, fragile mais réelle. Un soir, dans la voiture, il se penche et l'embrasse. Elle se fige, surprise, puis s'éloigne brusquement, murmurant qu'elle préfère rentrer seule. Cette nuit-là, elle reste longtemps devant le miroir, les larmes coulant silencieusement pendant qu'elle se brosse les dents. Elle sait qu'elle ne peut pas épouser cet homme, mais elle sait aussi qu'elle est seule, sans argent, et sans véritable avenir. À 32 ans, elle a l'impression d'être arrivée à la fin d'une route qu'elle n'a jamais vraiment choisie. Quelques jours plus tard, Ilker sort d'un magasin après avoir fait quelques achats. Et soudain, il aperçoit son père assis dans une voiture de l'autre côté de la rue. Le cœur battant, il se met à courir, l'appelant de toutes ses forces. « Papa, papa, attends !» Mais l'homme tourne la tête, démarre, et s'éloigne sans un mot. Ilker reste planté au milieu de la route, haletant, les yeux pleins de larmes. Il vient de perdre la seule chance de renouer avec lui. Quelques semaines passent. Le jour même des fiançailles de Ferid, un drame survient. Leur mère s'effondre, terrassée par la maladie. Ferid, paniqué, la conduit d'urgence à l'hôpital. Pendant qu'elle s'occupe d'elle, Gulaga, déjà prêt pour la cérémonie, lui dit au téléphone d'une voix tendue. « Tout le monde est déjà arrivé pour les fiançailles. Nous pouvons les reporter, tu sais. » Mais Ferid, les yeux pleins de fatigue et d'angoisse, ne répond rien. Dans son regard se lit tout le poids du sacrifice. Celui d'une fille qui porte sur ses épaules une famille en ruine, un frère perdu, et un amour qu'elle n'est pas sûre de vouloir. Le lendemain, Ferid tente à nouveau de parler à sa mère de l'organisation de la fête de fiançailles. Elle espère, peut-être, trouver un peu de soutien. Mais sa mère la regarde longuement, le visage fatigué, puis murmure « Tu es spéciale, ma fille. Tu mérites mieux. Tu ne peux pas gâcher ta vie avec un homme plus âgé que toi. » Ferid baisse les yeux. Elle sait que sa mère ne comprendra jamais. Alors, sans un mot, elle se lève, prend ses affaires et la conduit à la maison. Malgré les tensions, la cérémonie de fiançailles a lieu. Dans le salon décoré de fleurs et de rubans dorés, les invités applaudissent pendant que Gulaga glisse l'anneau à son doigt. Sa mère, assise dans un coin, regarde la scène sans sourire. À la fin de la fête, elle s'approche lentement de sa fille et lui dit d'une voix froide « Je ne suis toujours pas d'accord avec ce mariage. » Ferid, à bout de nerfs, laisse éclater sa colère. Elle jette l'assiette qu'elle tient à la main, la brise en 1000 morceaux, puis s'en va, le visage inondé de larmes. Mais la vérité, c'est que la vieille femme n'est pas en colère parce que sa fille se marie. Elle l'est parce qu'elle sait que Ferid était le seul pilier financier de la maison. C'est elle qui payait les factures, qui mettait le repas sur la table. Maintenant qu'elle part, que vont-ils devenir? Poussée par la peur et l'amertume, la mère essaie de saboter l'union. Un jour, elle invite Gulaga chez elle, le fait asseoir, et le regard rempli de rancune, lui dit « Ma fille n'est pas celle que tu crois. Elle travaille trop, elle rentre tard, parfois on ne la voit pas pendant des jours. Tu seras chanceux si elle te regarde une fois par mois. Elle ne pourra jamais te rendre heureux. » Mais Gulaga n'est pas dupe. Il écoute sans broncher, puis répond calmement « Vous vous trompez. Votre fille a tout ce qu'un homme peut espérer d'une femme. » Pendant ce temps, la maison continue de s'effondrer de l'intérieur. Un soir, en rentrant, Ferid découvre Ilker enfermé dans sa chambre, les yeux perdus, une seringue à la main. Le choc la paralyse un instant, puis la colère prend le dessus. Elle le frappe, en larmes, criant « Regarde-toi. Tu devrais aider cette famille, pas la détruire. » Ilker ne répond pas. Il reste assis, le regard vide, comme s'il avait déjà abandonné toute bataille.
Quelques jours plus tard, le mariage arrive enfin. Le soleil brille sur la cour décorée de guirlandes. Les invités dansent, rient, prennent des photos. Ferid, dans sa robe blanche, sourit mais c'est un sourire lourd, mélangé de joie et de tristesse. Au fond de la salle, sa mère boit seule un verre de vin, les yeux rougis. Elle ne voulait pas que ce mariage ait lieu. Pas parce qu'elle n'aime pas Gulaga, mais parce qu'elle sait qu'après aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Quand Ferid croise le regard de sa mère, ses yeux se remplissent de larmes. Elle comprend. Elle aussi a peur. Peur de partir, peur de laisser sa famille derrière elle. La musique s'adoucit. Les deux femmes s'observent à travers la foule, et pendant un instant, le temps s'arrête. Puis les larmes coulent, silencieuses, partagées. Car certaines choses dans la vie sont inévitables. Certaines séparations, certains sacrifices, sont tout simplement destinés à arriver.